Michel Wiewiórka, dans Pour la prochaine gauche, aborde le sujet particulièrement délicat du vivre ensemble dans un monde en mouvement. Avec un tel sujet, en effet, on marche sur des œufs. Il faut se garder à la fois de sacrifier la vérité à la bien-pensance et de flatter les passions basses. C'est donc avec cette double injonction à l'esprit que je poserai ma première question. Qu'est-ce, selon vous, dans la France de 2012, qu'une intégration réussie? Alors je vais vous répondre, j'hésite entre 3 mots, j'en écarterai tout de suite un et je garderai les 2 autres. Celui que j'écarte tout de suite, c'est le mot d'utopie. C'est une utopie. Je vais l'écarter. Reste 2 mots qui, moi, me semblent pouvoir permettre d'entrer dans une discussion. C'est un mythe ou c'est une idéologie. Alors, un mythe, pour simplifier, c'est un discours qui présente de façon imaginaire, qui concilie de façon imaginaire ce qui, dans la réalité, n'est pas conciliable. Et une idéologie, c'est une représentation au service d'une idée, qui peut elle-même être au service d'un pouvoir, d'un type ou d'un autre. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce discours sur l'intégration réussie, c'est un beau discours, évidemment. Qui pourrait ne pas rêver d'un monde harmonieux dans lequel tout le monde aurait sa place, tout le monde se sentirait bien, tout le monde partagerait un certain nombre de valeurs. Mais c'est un discours qui marche de moins en moins bien. Et c'est par conséquent, c'est pour ça que j'hésite entre idéologie et mythe, c'est un discours qui, quand il est mis en avant, alors qu'il marche de moins en moins bien, j'en donnerai une illustration si vous le souhaitez dans un instant, une illustration très forte, c'est un discours qui, puisqu'il ne marche pas, débouche soit sur de l'incantation, ou comme vous l'avez dit, vous avez utilisé le mot pour dire autre chose, mais vous avez utilisé le mot de l'injonction, un discours qui débouche sur l'incantation, l'injonction d'une part, et c'est un discours qui débouche d'un autre côté, puisqu'il ne marche pas, sur la répression. Puisque les gens ne veulent pas, si je puis dire, dans ce discours-là, les gens ne souhaiteraient pas s'intégrer, eh bien, on envoie les flics quand les gens ne veulent pas obéir. Alors ça, c'est le premier point. Pour illustrer ce premier point, de discours qui ne marche pas, je vais prendre 2 événements consécutifs qui m'ont beaucoup impressionné. Juillet 2005, Londres. Attentat terroriste, je parle très rapidement bien sûr, et on s'aperçoit que les terroristes viennent de l'intérieur de la société britannique et non pas, comme ça avait été le cas avec les attentats du 11 septembre, de l'extérieur. Et à ce moment-là se met en place tout un discours pour dire tout ça c'est la faute, je vais très vite, au Londonistan, à ce multiculturalisme débridé qui a fabriqué cet islamisme radical, et par conséquent le modèle britannique d'intégration par le multiculturalisme est un échec. Voilà ce qu'on lit dans les journaux français, parfois même avec un peu de condescendance. Puis 3 mois plus tard, c'est chez nous que ça pète. Des émeutes, octobre-novembre 2005. Et à ce moment-là, si vous lisez la presse britannique, vous lisez, si je puis dire, la réponse du berger à la bergère. Écoutez, ces Français, avec leur modèle républicain, ça débouche sur des émeutes. Alors, voilà en quoi, pour moi, ça ne marche pas. Si je peux ajouter rapidement 2 points. 2 points. Le deuxième point, c'est que quand on met en avant ce discours de l'intégration, on charge souvent ceux qui devraient s'intégrer en disant ils ne le veulent pas, ils ne le font pas, ils pensent à autre chose, ils ont une double appartenance, etc. Je pense que tant qu'à vouloir mettre en avant le discours de l'intégration, il faut aussi se poser la question des moyens qui permettraient vraiment à ceux qui veulent promouvoir l'intégration de la permettre. Et je pense qu'en particulier, nous sommes dans un pays où le racisme joue un rôle dévastateur. Voilà. Le troisième point, je vais être très vite, le troisième point, c'est que je crois que cette discussion renvoie à une représentation, une connaissance du monde qui est datée et qui ne correspond pas aux réalités du moment. Mais là, c'est un autre problème. Oui, mais alors quand même, Michel Wiewiórka, les 2 exemples de 2005 que vous avez donnés sont très intéressants. Parce que on pourrait dire, en effet, qu'il y a un double échec, et un double échec simultané. Et on pourrait englober d'ailleurs les Pays-Bas, qui se sont beaucoup interrogés eux-mêmes sur leur propre modèle de tolérance et de multiculturalisme. Échec du modèle républicain en France, l'Europe
continent d'immigration malgré lui. Je cite Catherine Wittol de Wenden, que vous citez vous-même dans Globalisation humaine, continent d'immigration malgré lui, puisque la fermeture des frontières à l'immigration de travail coïncide avec l'instauration du regroupement familial et la persistance de l'immigration clandestine. Donc, cette Europe-là ne sait plus à quel sein se vouer, précisément parce que le problème qui se pose, quantitativement et culturellement, n'a pas de précédent dans son histoire. Et même dans l'histoire française ou dans l'histoire anglaise, qui sont plus que d'autres pays européens, des pays d'immigration. Donc, je ne vois pas pourquoi, si vous voulez, on devrait se moquer de l'Angleterre et de la France, s'accusant respectivement d'avoir de mauvais modèles. On peut plutôt dire que, effectivement, ces modèles ont prouvé en même temps leur propre impuissance. Vous allez dans mon sens. Vous allez dans mon sens. Moi, comment vous dire, si j'avais la garantie qu'un monde harmonieux, intégré puisse exister, je serais le premier à m'en réjouir. Et je ne me moque pas, ça ne me fait pas rire ce que j'évoque comme exemple. Je constate simplement que les discours qui mettent en avant des modèles d'intégration sont des discours de faillite. Voilà. C'est ça le problème. Et j'ajoute, par rapport à votre commentaire, c'est très intéressant. Ce sont des discours qui sont nationaux, encore que britanniques, anglais, etc. C'est pas tout à fait la même chose, mais quand même. Et vous avez vous-même utilisé le mot Europe. La question, elle se pose aussi à une échelle qui n'est plus seulement celle de l'État-nation. Et donc, c'est une des raisons d'ailleurs qui font que la discussion ne peut plus se construire, à mon avis, autour du mot intégration, c'est que nous vivons aujourd'hui dans des espaces qui sont globaux, planétaires, européens, nationaux, locaux, mais c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Le recours à la notion de peuple. La notion de peuple, c'est une catégorie, pour moi, pré-politique. C'est pas une catégorie politique. Je veux dire, ou si c'en est une qui peut être très dangereuse. Un peuple est, pour moi, politiquement indéterminé. Si je prends les révolutions, comme on les appelle, qui ont eu lieu depuis un peu plus d'un an dans le monde arabe et musulman, ce sont des révolutions qui sont menées au départ par le peuple. Et puis au bout d'un moment, on se demande qu'est-ce qu'il y a dans ce peuple. Est-ce qu'il va mettre en place la démocratie? Est-ce qu'il va amener un régime islamiste? Si ce régime est islamiste, est-ce qu'il sera radical? Est-ce qu'il ressemblera à la Turquie? Enfin, on commence à se poser des questions politiques. Le peuple, il met fin à une dictature, très bien, mais en lui-même, bon. Donc, et oui. Est-ce que, par exemple, M. Urquhart, vous trouveriez inconvenant qu'on parle de peuple français? Est-ce que le peuple français, c'est une notion pour vous à prendre en compte ou un mythe à déconstruire? Non, attendez, c'est une notion qui traverse toute l'histoire de ce pays. D'ailleurs, pour aller encore plus loin, l'organe de la CGT, me semble-t-il, s'appelle le peuple. Donc ça fait partie, évidemment, de nos catégories. Mais c'est là où je voulais en venir, justement. Je crois que nous ne devons pas confondre trois choses qui sont trop souvent mêlées quand on discute de l'intégration du peuple, etc. Il y a le discours que j'appellerais sociologique, excusez-moi, pas pour lui donner le primat, c'est-à-dire analyser ce qu'il en est, des problèmes dont nous parlons. Il y a ensuite le discours qu'on peut appeler philosophique, les orientations, les valeurs que l'on met derrière l'idée d'intégration. Et il y a enfin le discours qu'on peut appeler politique, comment je mets en musique une orientation philosophique et une analyse sociologique pour aller dans un sens cohérent. Voilà. Eh bien, je trouve que ces trois discours, il faut savoir les articuler, mais ils ne coïncident jamais parfaitement, et il faut aussi savoir les dissocier. Alors moi, bien sûr, je peux me situer sur chacun de ces trois registres, mais il ne faut pas les mélanger. Ce que je dis simplement, c'est qu'il ne faut pas mettre au service de vos orientations que j'appelle philosophiques, il ne faut pas mettre au service de vos orientations des connaissances ou des affirmations sur des logiques qui sont trop rapides. Je donne un autre exemple, parce que ce sont des choses dont on parle trop vite. L'immigration, puisqu'on est quand même au cœur de tout ça. L'immigration, les Français continuent trop souvent, dans leur discours, à avoir en tête les années 70 et peut-être le début des années 80. Aujourd'hui, tout a changé. Les Français ont d'abord découvert qu'il y avait des gens qui traversaient la France, qui voulaient pas s'y arrêter, et qui étaient là presque
conduits par les passeurs, etc. Et quand est-ce que les Français ont découvert ça? En gros, au moment de Sangatte. C'est-à-dire, non pas de la construction du centre de la Croix-Rouge, mais de la fermeture du centre de la Croix-Rouge. Bon. Deuxièmement, on a toujours l'image de le jeune beurre qui tient les murs, comme on dit, dans sa cité. Bien sûr que ça a existé, mais d'un côté, ça s'est considérablement empiré, dans bien des cas, pour devenir vraiment des ghettos. On évoquait en aparté tout à l'heure le livre de Didier Lapeyronie qui a fait un très beau livre sur ces questions. Et d'un autre côté, et vous le savez, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui circulent en permanence. Il y a des phénomènes de circulation. Il y a les phénomènes que vous avez évoqués vous-même de diaspora. Les phénomènes de diaspora. Il y a toutes sortes de diaspora aujourd'hui. Évidemment, ces gens-là, le problème n'est pas l'immigration, l'intégration. Alors justement, je voudrais vous poser une question, Michel Viviorca, à partir d'un exemple trouvé dans le livre que personnellement, mais peut-être à tort, je juge pionnier, de Christian Gélène, La guerre des rues. Voilà un fait social. Il parle d'un élève de première en lycée professionnel à Strasbourg. C'est déjà donc il y a un certain nombre d'années. Une filière qui représente une forme de relégation sociale. Les élèves d'origine étrangère y sont particulièrement nombreux. D'origine espagnole, Mathieu Arias décrit un milieu où il est de plus en plus difficile d'apprendre et de progresser, où le rejet du français est la norme. Ses origines espagnoles le sauvent de la stigmatisation. Je suis devenu l'espagnol, le cousin pour les jeunes maghrébins. Et, Mathieu Arias poursuit en ces termes, c'est celui qui saura se faire passer pour le plus dangereux qui saura le mieux se faire respecter. Toute faille physique ou morale est considérée comme une faiblesse. Dans tous les propos que j'ai entendus, les mêmes expressions revenaient. Putain de français, sale riche, faut les niquer. Tout le monde accepte tout et ces incidents tombent dans la plus grande banalité. Je suis très attaché à la liberté, mais être libre, c'est aussi être en sécurité, se déplacer sans crainte de tomber nez à nez avec un jeune qui m'insultera sans raison. Alors, je pose la question, est-on vraiment libre quand on est obligé de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, quand il est mal vu d'avoir de bons résultats scolaires? Et vous dites, dans votre livre pour la prochaine gauche, Michel Viviorca, la prochaine gauche est appelée à écarter de son vocabulaire la notion d'intégration. Vous voulez faire autre chose. Mais quelle notion, quel idéal doit-on proposer face à des phénomènes comme cela? Et n'est-ce pas plutôt un aveu d'impuissance que de dire on va abandonner l'intégration car on n'y arrive plus? On est là face à un phénomène que la sociologie doit prendre en compte et contre lequel les moyens de lutte sont extrêmement difficiles à trouver. Michel Viviorca. Bon, d'abord un mot sur Christian Gélène, parce que c'est un journaliste qui m'a insulté lourdement, au point que j'avais consulté un avocat dans les années 80 pour voir si justement c'était passible des tribunaux. Donc, c'est pour dire que son propos est daté. Mais j'accepte qu'on pose le problème à partir de cet exemple, même si je voulais dire ce mot puisque vous avez cité Christian Gélène. Alors moi je vais vous répondre. Je crois que et c'est pour ça que j'évoque la façon dont j'ai été traité par Christian Gélène. Ça n'est pas parce que je dis que le modèle français fonctionne mal, que l'idée d'intégration patine, ce genre de choses, que je suis en guerre contre les valeurs qui peuvent sous-tendre un projet d'intégration. Mais c'est une chose que de dire comment les choses se passent, c'en est une autre que de mettre en avant des orientations ou des valeurs. Donc, si vous voulez, on confond une analyse, ça ne marche pas, avec, autrement dit, on accuse celui qui dit il y a une maladie, on l'accuse d'être responsable de la maladie. Premièrement. Deuxièmement, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense, alors là, en termes plus politiques que sociologiques, je pense que le discours de l'intégration ne marchant pas, le mettre en avant, c'est précisément exacerber les problèmes dont nous causons. Et que la grande affaire, c'est quoi? Il y a des dimensions sociales dans ces affaires-là. Toutes ces populations dont on parle sont plutôt du côté de la pauvreté, parfois de l'exclusion, parfois du chômage, parfois de la précarité, que du côté de la richesse. Et d'ailleurs, quand les gens sont du côté de la richesse, même s'ils sont de telle ou telle origine étrangère, ça ne pose pas un problème. C'est pas pour eux que l'on construit, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, les discours de l'intégration. Deuxièmement, rien n'interdit donc d'avoir des politiques sociales. Deuxièmement, rien n'interdit d'avoir des politiques
anti-discrimination et antiraciste. Ça fait partie aussi du problème. Je pense que le thème du faux procès lié au racisme, c'est quand même, bon, pour moi c'est même assez désagréable d'entendre dire ça. J'ai fait des enquêtes de terrain qui ont été faites, je crois, sérieusement, dans les années 90 en particulier, qui, je trouve, non pas disent que tous les Français sont racistes, jamais personne ne dit ça, enfin faut être idiot pour parler comme ça, mais qui constatent qu'il existe dans cette société des personnes qui, pas forcément toujours d'ailleurs, mais dans certaines conditions, dans certaines situations, ont des comportements racistes. Ce sont des choses qui existent. Et le racisme, là je vous donne raison Alain Finkielkraut, il peut tout à fait se retourner contre ceux qui classiquement étaient du côté des dominants, incarnaient... bon, je dis simplement, voilà la réalité de la vie collective. Comment est-ce que je l'aborde? Et je vous dis, ceux qui l'abordent en mettant en avant l'idée d'intégration, le mot intégration, cette injonction intégrez-vous à des gens qui n'ont pas les ressources sociales, culturelles, éducatives, etc. C'est un discours, eh bien c'est un discours qui ne va qu'exacerber les problèmes, dont le Front National fera son miel un beau jour. Qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? Le Front National, alors lui il nous parle d'intégration. D'une certaine façon. Voilà. C'est ça le danger. C'est pour ça, si vous voulez, que je critique cette mise en avant d'un mot. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est possible, je vais le dire comme ça, il est possible, au lieu d'opposer les valeurs universelles et les particularismes, il est possible de chercher à les concilier ou à les articuler. Et c'est ça la position que je défends. C'est pourquoi, si on est uniquement du côté des valeurs universelles, on prône un universalisme abstrait qui est très dangereux.